un podcast Orso Média. Je suis beaucoup papa, c'est mon premier métier. Et j'avais aussi un projet pour devenir accompagnant conseil pour les TPE-PME. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid. En arrêtant de travailler sur une idée de ma compagne originale, j'avais lancé un podcast. On a fait beaucoup de choix éducatifs qui sont pas forcément communs déjà. Et elle me disait, chérie, quand t'en parles, c'est trop chouette. Et, la façon dont tu amènes les choses, c'est trop chouette. Ça, c'est trop cool que tu fasses un podcast avec. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir un podcasteur aujourd'hui. Enfin, le podcast fait partie de... C'est l'une de ses activités principales. Il ne s'exprime pas que en podcast, mais voilà. Donc Cédric Rostin, plus connu sous le pseudo Papatriarcat, que beaucoup sans doute ont déjà vu passer sur les réseaux. Salut Cédric. Salut Christopher. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ouais. Je te demande pas si t'es bien installé parce que t'es chez toi. C'est un enregistrement qu'on fait à distance. J'aime pas trop faire les enregistrements à distance parce que y a un peu moins cette connexion qu'on peut avoir avec ses invités dans le studio. Mais là, c'était un peu compliqué de faire autrement. Donc voilà, c'est un plaisir quand même de pouvoir t'avoir dans Follow Me aujourd'hui. Alors Cédric, avant de vraiment parler un peu plus de la création de contenu, de ton podcast, de tous les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quel est ton parcours, où tu vis, qu'est-ce que tu as fait comme études? L'idée étant de comprendre un peu ce qui t'a amené petit à petit à la création de contenu sur Internet. Ok, alors moi je m'appelle Cédric, donc j'ai 39 ans et je suis le papa d'une petite fille de 4 ans qui s'appelle Sarah et qui est instruite en famille. C'est un point important parce que ça fait que je suis beaucoup papa, c'est mon premier métier, je suis très présent. À côté de ça, donc comme tu as dit, je suis podcasteur, je suis aussi thérapeute, créateur de contenu, auteur, conférencier, formateur, et on anime aussi maintenant une émission sur Brut tous les jeudis à 21h sur l'application Brut avec F. Simonet. Donc ça fait pas mal de casquettes avec lesquelles jongler, et j'aime bien ça. Pour mon parcours, comment dire ça ? Alors moi, si tu veux, j'ai beaucoup travaillé dans l'accompagnement de l'humain, notamment en entreprise. J'ai travaillé 11 ans chez McDo, dans lesquels j'ai fait mes armes sur le management et la gestion d'entreprise. Au siège ou dans les restaurants ? Ah non, dans les restaurants, j'ai vidé les poubelles, j'ai fait des frites, je l'ai fait aussi. J'ai fait des sandwichs, et c'était une chouette expérience, hein. Je suis pas resté 11 ans pour rien, mais c'est vrai qu'au bout de 11 ans, j'avais un peu fait le tour de ce que McDo avait à me proposer. Pour aller au siège, il fallait déménager sur Paris, c'est quelque chose qui m'intéressait pas. Et donc je suis parti avec un projet d'entreprise qui n'a malheureusement pas vu le jour. Et suite à une petite période de chômage, j'étais embauché à la Fnac. En tant que responsable produits éditoriaux à la Fnac de Bordeaux, et ensuite je suis passé sur la Fnac de Poitiers en tant que responsable service client, et sur lequel j'avais un rôle aussi de directeur adjoint. Donc c'était très intéressant parce que du coup à la Fnac, tu vois, j'ai découvert vraiment une autre partie de management, d'accompagnement de l'humain, et une autre partie de gestion d'entreprise avec des enjeux très différents en termes de profitabilité que ceux de la restauration, qui restent quand même assez simples en termes de gestion. Donc ça, c'est pour la partie parcours professionnel. J'ai eu l'opportunité, en fait, grâce à Fnac et à Fnac Darty, il faut bien le dire, de valider un master justement en management et gestion de centre de profit avec une spécialisation en coaching. Donc ça, c'est cool parce que c'est un petit peu la case diplôme, tu vois, qui manquait à mon CV, que j'ai pu compléter en 2018 à la naissance de ma fille, par ailleurs.
Et donc ça, je suis vraiment très content d'avoir eu ce parcours-là parce que ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur l'accompagnement de l'humain. En plus, ce qui est très, très rigolo, c'est que dans le cadre de mon master, si tu veux, les formations que j'avais en management, entre guillemets, dit bienveillant, qui s'inspire des neurosciences, je retrouve les mêmes études pour parler d'éducation. Donc ça, c'était Hmm. extrêmement intéressant pour moi. Niveau études, j'avais aussi fait une première année de droit que j'ai validé, mais où je suis pas allé au bout, et j'ai un doc de LEA, anglais, espagnol, italien, qui ne me sert pas à grand chose. Voilà. Donc Qui ça te me paraît sert pas à grand important. chose aujourd'hui, alors peut-être qu'à McDo, Ouais. ça t'a servi avec quelques clients étrangers. Après, on va voir, tu vois, au moment où on enregistre, je prévois mon premier enregistrement en anglais, donc ça va peut-être me servir finalement, tu vois, de manière Sans doute. plus importante, même dans cette activité-là. Ce que je peux te dire quand même, parce qu'on parle souvent que de la vie pro et on oublie certains points importants de la vie. Moi, il y a une partie de mon parcours auquel je tiens particulièrement, c'est que j'ai aussi été joueur de handball et arbitre, surtout de haut niveau. Assez tôt dans ma vie, D'accord. puisque j'ai commencé à arbitrer le championnat de France de handball quand j'avais 18 ans. Ah oui, très Un tôt. petit peu plus tôt avant, mais c'était du junior. Du coup, le championnat de France senior, dès que j'avais 18 ans, ça a duré 7 ans. Et ça m'a appris énormément de choses. Déjà à observer, à réfléchir très vite, à prendre des décisions très vite, à Mhm. comprendre que des fois je prends une décision et puis c'est les bonnes, et puis des fois je prends une décision et c'est pas les Mm. bonnes et c'est pas grave. À comprendre que des fois je prends les bonnes décisions, mais t'as 300 personnes qui te disent que t'es un gros connard, Mm. alors que tu prends la bonne décision. Ça prépare bien aux réseaux sociaux. Et, Complètement, ouais. et après, si tu veux, ce qu'il y a eu de très intéressant, c'est que quand j'ai arrêté cette carrière-là pour différentes raisons, je suis devenu formateur d'arbitre de haut niveau avec la Fédération française de handball dans le secteur sud-ouest. Et là aussi, ça a été super intéressant parce que, tu vois, j'avais 25 piges et que je me retrouvais face à des gens qui avaient 45, 50 ans et à qui je Mm. devais expliquer certaines choses. Alors, des choses qui allaient très bien et c'était chouette, et aussi des choses qui étaient moins en adéquation avec les attendus, et des gens qui pouvaient me dire J'aime bien moi ça cette fait manière très diplomate de dire tu des sens la choses qui pratique. étaient moins en adéquation avec les attendus. Tu sens la pratique Ouais. derrière. Euh, et en même temps, si tu veux, mais tu vas voir que la réponse est moins diplomate à la fin. Parce que souvent, si tu veux, quand tu essayes de leur expliquer, les gens terminent par te dire écoute, moi ça fait 10, 15, Mm. 20 ans que je fais comme ça. Et au final, tu te retrouves à dire écoute, faut que tu entendes ça fait 10, 15, 20 ans que tu trompes et que tu fais de la merde. Mm. Voilà, c'est à un moment, faut l'entendre. Et du coup, c'était extrêmement formateur. Et j'ai aussi eu ensuite des activités dans différentes associations. Et tout ça, c'est important parce que ça a permis, si tu veux, de développer des compétences, mine de rien. On n'en parle pas souvent des compétences qu'on peut développer ailleurs que dans Bien le sûr. travail. Alors que, fort heureusement, en tout cas pour la plupart des gens, on ne passe pas toute notre vie au travail et qu'on développe plein de compétences. Qu'on appelle les soft skills, hein, c'est ça Ouais, d'ailleurs pour certains, ouais. en management. Tout à Mais c'est fait, vrai les que soft skills. de ce qu'on peut retenir de ton parcours, c'est qu'il y avait déjà effectivement pas mal de cartes qui définissent ce que tu es aujourd'hui. Tu as arbitre, c'est du management, le management au McDo, le management à la Fnac. Est-ce que c'est des choses vers lesquelles toi tu es allé naturellement ou c'est des choses qui sont allées à toi? Alors, ce sont des choses vers lesquelles je suis allé assez naturellement, en fait, qui étaient très éloignées du parcours que j'avais prévu au départ, puisque dans la tradition familiale, j'avais deux options. Soit je faisais L pour être avocat, c'est pour ça que j'ai fait une première année de droit. Mhm, Soit je faisais S pour être médecin, visiblement. mhm, Et donc, du coup, il a aussi fallu lutter contre ce destin prévu et la grande déception familiale que je suis. Euh, mais, mais je le vis bien. Et si tu veux, ça a toujours fait partie de mon parcours. En fait, j'ai toujours adoré les gens. Je me mhm, suis toujours passionné pour les gens et je me suis toujours passionné pour comprendre les gens, même ceux qui sont le plus éloignés de moi, mhm, en termes d'opinion et en termes de valeurs. Et je trouve que ça, c'est une vraie force. D'être capable d'entendre des choses qui sont soit intolérables, soit inavouables, et qui doivent le rester dans un certain champ d'expression, comme le champ public ou l'Assemblée nationale, quand on pense mhm, à l'actualité récente. mhm. Euh, Tout à fait. Tu vois, mais en tout cas, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant de l'humain, c'est une vraie force d'avoir cette Mm, curiosité-là, et surtout d'être capable d'entendre les pires trucs sans aucun jugement et juste mhm, s'intéresser. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment, ça, c'est quelque chose qui était en moi. Ça, on pourra mm. débattre autant qu'on veut de l'inné de l'acquis. Je sais pas d'où ça me vient, mais apparemment, j'ai ça. Et j'ai un autre
un autre tips un autre talent plutôt qui est intéressant. J'ai souvent dit que c'était mon seul talent, vrai talent, c'est que je suis très doué pour faire des liens. Que ce soit des liens entre les gens, des liens entre les choses qui se passent et ça marche et quand tu vois en fait mon parcours, sans le vouloir, sans que ce soit réfléchi à cette époque-là de ma vie du moins, j'ai misé sur, ce qui m'était naturel et ce qui était mes forces. OK, très bien. Et donc, comment après on passe de cette première partie de parcours à une activité de thérapeute? Alors là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ma fille est née en 2018, que, j'ai pris un congé parental, que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup investi dans les sujets d'éducation et d'accompagnement de l'enfant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, de manière, très rapide, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaillais à la Fnac de Poitiers, comme je l'ai dit à ce moment-là, mais j'habitais toujours à Bordeaux et j'habite toujours à Bordeaux, d'ailleurs. Et oui, et donc tu te doutes bien qu'avec 265 kilomètres qui me séparent de mon lieu de travail, même avec la LGV, la ligne à grande vitesse, qui permettait d'avoir quand même un temps de trajet, pas si éloigné des temps de trajet qu'on peut retrouver sur Paris. Et tous les jours? Pratiquement, ouais. Souvent, je passais 2 nuits, dans le pire des cas, 3 à Poitiers, mais c'était entre 1 et 3 nuits à Poitiers. Mais j'aimais bien faire l'aller-retour. Et en fait, si tu veux, après, il y a différents points qu'il faut voir, c'est que la Fnac de Poitiers avait un rythme différent que celle de Bordeaux, par exemple, qui est un très, très gros magasin. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a aussi beaucoup du coup, je me tapais pas les bouchons. Faut savoir qu'en fait, entre le rythme et les bouchons, quand je faisais l'aller-retour à Poitiers, je partais à la même heure le matin et je rentrais à la même heure le soir que quand je travaillais à Bordeaux, qui est à 18 kilomètres. Donc tu vois, Et en faut plus, en tenir compte. dans un train, tu peux faire d'autres choses. Exactement. Voilà. Tu peux bosser, tu peux ou tu peux décompresser justement pour rentrer chez toi et être totalement disponible pour ta fille et ta compagne. Donc voilà, il y avait tout ça. Et ce qui s'est passé par contre, c'est que moi, tu vois, à ce moment-là, je voyais très peu ma fille, enfin beaucoup, pas du tout assez à mon goût. Et avec ma compagne, on en a parlé et on s'était dit qu'on se laissait l'année 2019 pour que je trouve une solution pour revenir travailler autour de Bordeaux. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire avec Fnac Darty, malgré différentes requêtes de rapprochement familial, que ce soit au travers d'une mutation ou au travers d'une rupture conventionnelle. Ça n'a pas pu se faire, donc je suis parti. Le 4 janvier 2020, je ne suis pas allé travailler. Et j'avais prévenu par contre que, quoi qu'il arrive, en janvier, je serais auprès de ma femme et de ma fille, quoi qu'il arrive. Donc je suis parti. C'est fort. Ouais. Enfin, Ouais, c'est j'avoue osé. que c'était osé. Donc je suis parti. Mais si tu veux, je l'avais déjà vécu en fait. C'est ça l'avantage du vécu, c'est quand tu as déjà vécu d'être au fond. Ma première période de chômage, je l'avais très très mal vécu parce que j'avais pas d'objectif. Tu vois, je manquais un peu de confiance en mes compétences à ce moment-là aussi. Et derrière, après, tu t'aguerris et puis t'as moins peur. Et j'avais aussi un projet. J'avais un projet que j'avais monté avec un franchiseur pour devenir accompagnant, conseil pour les TPE, PME, pour leur permettre d'optimiser, de gagner un petit peu plus d'argent. Et ça, je devais commencer ma formation en avril 2020. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid. Je sais pas de quoi tu parles. Voilà. Et donc, tout ça s'est tombé à l'eau. En plus, parce que ma compagne, elle est pro de santé, mais une des seules professions de santé qui a été très très mal rémunérée de la baisse de revenus du Covid. Donc, il y a eu un gros trou dans la raquette. Donc, les sous sont partis ailleurs. Et je me retrouve du coup sans projet, mais il se trouve que en arrêtant de travailler sur une idée de ma compagne originale, j'avais lancé un podcast qui s'appelle Papatriarcat et que avec un compte Instagram. Donc là, on est en mars 2020 et que en fait, ça m'amuse, j'y passe du temps. Alors, qu'est-ce que tu racontais dans ce podcast et sur ce compte Instagram? Alors la première intention du podcast, c'est venu de ma compagne qui me disait, quand on parlait d'éducation, de nos différents choix éducatifs, parce qu'on a fait beaucoup de choix éducatifs qui sont pas forcément communs. Déjà, il y a une certaine éducation dite positive. Il y avait des couches lavables, il y avait de l'hygiène naturelle infantile, il y avait du cododo, il y avait du portage, enfin, il y avait plein de choses. Et elle me disait, si tu veux, forcément, il fallait argumenter auprès de la famille, auprès des amis, auprès des collègues. Et elle me disait, chérie, quand t'en parles, c'est trop chouette. Et la façon dont tu amènes les choses, c'est trop chouette. Ça serait trop cool que tu fasses un podcast avec. Alors, je t'avoue que quand même on a parlé, on était en novembre 2019. Moi, j'étais à la Fnac, donc en position de directeur adjoint. Et tu doutes bien qu'en termes de business à la Fnac, j'avais autre chose à penser que de lancer un podcast à ce moment-là, en novembre-décembre.
Mais par contre, quand je suis revenu à la maison, en effet, je me suis dit: «Tiens, c'est vraiment, il y a peut-être un truc à faire». Donc j'ai acheté un micro à 20 balles, sur le bon coin et j'ai fait des tutos Audacity pour savoir Tu l'as comment pas acheté à monter la les trucs. Fnac, tiens, c'est étonnant ça. Non, parce que parce que, pardon, attends. Excuse-moi. Parce que non, je l'ai pas acheté à la Fnac, j'achèterai ensuite d'autres matériels à la Fnac, mais pas là. Parce qu'en fait, si tu veux, en toute transparence, hein, je prenais ça comme un loisir, tu vois, vraiment, Mmh. et je voulais pas investir, beaucoup Ouais, d'argent, genre du tu vois? gros matos, ouais, bien Voilà, sûr. tu vois? Donc je m'étais déjà D'autant fait que, petite, remarque, comme ça, à la Fnac, ils ont pas forcément, un rayon, très pourvu, pour les podcasteurs. Alors, tu non, en effet, la as des partie perches à son, selfie, des ring lights et cetera, tu en as plein, mais des bons micros, des enregistreurs, non, en effet. des bons Les enregistreurs, enregistreurs, voilà. les bons micros, tu as encore des vendeurs qui connaissent bien le sujet, Mmh, mais les produits, en magasin ne sont plus, en rayon directement, oui. c'est ça. C'est plus, bah, c'est plus leur base, quoi. Mmh, Non, je me suis plutôt fourni ensuite, enfin, alors, je sais pas si on peut citer les marques, mais je me suis bien sûr. plutôt fourni ensuite chez Woodbrass, pour mon dernier setup, Ouais, qui sont très pros, qui livrent très bien, voilà, où ils ont des tarifs, je qui sont confirme. toujours compétitifs. Mmh mh. Donc vraiment, je trouvais, voilà, c'est un bon setup que j'ai Mec, maintenant. on Heu, reparlera de ton matos après, là. yes. Et donc je démarre ça, si tu veux, un peu à l'arrache. Je me forme, je regarde des tutos YouTube pour faire du montage sur Audacity. Et écoute, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt Tu étais bien, à quel rythme, au démarrage? au démarrage, je crois que mon premier mois, j'ai fait 500 écoutes. Mais tu étais en rythme, hebdo ou non? Alors j'avais démarré en rythme, je voulais démarrer en rythme bimensuel, et en Mmh. fait, comme il y avait le covid et qu'on était confinés, si tu veux, je me suis retrouvé avec du monde à la maison et on avait du temps, et en même temps, on se marchait un peu dessus, donc c'était chouette, tu vois, d'avoir des moments où j'allais enregistrer des trucs, Mmh. et je me suis retrouvé à enregistrer, à faire un épisode par semaine. Et à enregistrer sous ma couette avec mon micro parce que j'avais pas de, comme on Pour hébergeait le quelqu'un, enfin bref, il y avait Ouais, tout un truc, j'avais pas de salle pour enregistrer, pour et éviter les perturbations, sonores, ouais, bien sûr. donc j'étais vraiment à l'arrache, et je Donc sors un c'était épisode. un pardon, je te Je t'en coupe prie, je t'en Cédric, prie. mais c'était un podcast dans lequel, tu t'exprimais toi, Ouais. et uniquement toi, donc c'est pas du tout un podcast de conversation. L'idée, c'était d'amener, des réflexions, heu, bah, et de simplifier au maximum, des éléments concrets. C'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Je suis passé, le 14 octobre dans l'émission Touche pas à mon poste, où j'ai pu passer des messages simples, et très efficaces sur l'éducation positive, et c'est aussi Mmh. parce que j'ai su faire ce travail-là avant, tu vois, que j'avais quelques, non pas des punchlines parce qu'elles ont pas pour but de puncher qui que ce soit, mais plutôt des phrases un peu choc pour vulgariser des sujets, et ça, c'est un travail vraiment qui me tient à cœur, mais du coup, ça a commencé comme ça, et en fait, en même temps, si tu veux, je me mets sur Instagram, je fais des posts, je raconte 2-3 trucs, et puis en plus, comme on est à la base, tu vois, je pensais même pas montrer ma vie, mais comme on était confinés, bah, c'était rigolo, tu vois, de faire des vidéos, de participer à des lives d'autres personnes et tout, et je m'aperçois que, sur Instagram, il y a une personne qui s'appelle Marion Querc. Marion Mmh. Querc, qui est réalisatrice du documentaire Même qu'on a imbattable, donc qui parle de la violence éducative, ou plutôt de la non-violence éducative, ça serait plus Mmh. pertinent, et en fait, son documentaire est un des éléments qui a vraiment changé ma vie en termes de parentalité, quand je Mmh. l'ai regardé. Parce que moi, si tu veux, l'éducation non violente, j'ai toujours été pour, mais il y avait quand même une part de moi qui me disait: «C'est pas possible, en fait, concrètement, en vrai, c'est pas possible». Et du coup, quand tu regardes son documentaire et que tu vois qu'une société qui a mis ça en place 40 ans avant nous, en 1979, bah si, c'est possible. Déjà, Mmh. ça t'ouvre aussi un peu des perspectives et ça te motive, et bref, je lui ai envoyé un message pour lui dire tout le bien que je pensais de son travail et tout le bien qu'elle m'avait apporté. Et donc elle me répond, elle me dit que ça la touche et tout, et puis je me dis: «Et pourquoi pas? Pourquoi pas faire un épisode ensemble?» Et au même moment, si tu veux, je vois que Noémie Delattre sur Instagram fait un live avec, une personne qui avait très peu d'abonnés, à peu près Mmh. autant que moi à ce moment-là, je devais en avoir 300 ou 400, et je me dis: «Bah tiens, pourquoi pas?» Parce que j'aimais bien son travail, enfin j'aime bien son travail à Noémie, et je me dis: «Tiens, pourquoi pas?» Et donc je propose des interviews et les gens répondent oui. Mmh. Et en fait ça désolé, mais le confinement pour moi, ça a été une vraie chance parce qu'en fait les gens avaient que ça à foutre. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Enfin, certains. Certains, Bon, oui, oui, non, mais ouais, ouais. j'entends bien, que c'était pas, ça peut Mmh. pas être généralisé à tout le monde ce que je viens de dire, mais beaucoup de gens avaient Mmh. beaucoup moins d'activités que prévu, et du coup, quand tu leur C'est vrai. proposes d'échanger, ben ils sont plutôt pour, et si tu veux, je me retrouve à faire des interviews et je trouve ça, cool.
Mhm. J'apprécie beaucoup tout ça et je commence à me dire: «OK, ben maintenant je vais essayer de faire des interviews» et puis je rencontre des gens et puis on me propose de militer pour le congé paternité. Mon compte Instagram augmente un petit peu, je crois que là j'étais à 3 000 abonnés, un truc comme ça et c'est très rigolo parce qu'en fait, si tu veux, de lien en lien, tu te retrouves à avoir des invités qui viennent, à avoir, des écoutes qui augmentent un petit peu, à avoir, aussi, toi, des gens qui viennent témoigner dans tes messages privés, tu vois? À échanger avec Mhm. beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir en tant que créateur de contenu à ce Exactement, tu te moment-là. rends compte de Ouais. tu te rends compte de cet impact incroyable, de cette force incroyable à partir du moment où tu es quand même animé, je pense, par une certaine, volonté d'échange, de transmission et aussi surtout, de non-jugement. C'est que Mm. les gens se permettent, du coup, de sortir beaucoup de choses et écoute, ça se développe et je commence à me dire: «Tiens, bah, écoute, en tout cas, je vais» moi, à ce moment-là, j'ai mon chômage, c'est cool, je me dis: «Allez, je vais profiter» et je me rends compte en même temps qu'en parlant avec, différentes personnes que mon projet d'accompagner des TPE-PME, outre le fait que j'avais plus la thune, ce qui est quand même un gros sujet, mais outre le fait que j'avais plus l'argent, m'intéressait moins. J'étais moins porté par le fait de permettre à des personnes qui gagnent Mm. déjà de l'argent d'en gagner plus et je voyais que je pouvais peut-être aider des gens et donc je me suis formé comme praticien PNL, à distance sur plusieurs mois, en tout, j'y ai passé 14 mois et PNL, c'est... pardon, programmation neurolinguistique. D'accord. Et j'ai aussi travaillé sur un sujet de ce qu'on appelle l'enfant intérieur, avec une formation à distance, à l'international, puisqu'en français ça n'existait pas. Du coup, le LEA m'a servi là aussi. Et si tu veux, non, mais finalement ça m'a bien servi quand même. Et en fait, du coup, je me forme à faire tout ça. Et bien sûr, j'incrémente là-dedans tout ce que je savais déjà de par mon master sur l'accompagnement et le coaching. Et je me lance, et ça, mon activité de thérapeute, je l'ai lancée en avril 2021, Mhm. avec des objectifs tout à fait réalistes et plutôt cool, et qui sont tenus, donc ça c'est chouette. Et entre-temps, le podcast continue d'évoluer. Je vais atteindre les 10 000 écoutes par mois, je crois, à l'été 2020. Et j'arrive à 15 000 écoutes, pareil, à la rentrée. Et là, en fait, je commence à me poser la question de la monétisation. Et donc, je vais intégrer Acast Mhm. pour être accompagné sur le sujet. Et on va commencer à se parler de tout ça. En parallèle, j'ai mon compte Instagram qui grossit un petit peu aussi. J'arrive à 5 000 abonnés, quelque chose comme ça, je crois, à l'été 2020. Et je commence à montrer un petit peu mon quotidien parce que c'est vrai que, outre le fait que c'était rigolo, les gens me disent: «Tu parles d'éducation, mais concrètement, on voit pas ce que tu fais». Voilà. Donc à ce moment-là, je commence à montrer mon quotidien pour illustrer un peu le sujet. Et puis tout ça augmente tranquillement, en fait. En 2020, ce qui va se passer, c'est que, il y a plusieurs choses qui vont se passer. La première, c'est que je vais faire un épisode avec André Stern, qui va être un épisode qui va, exploser mes stats. D'accord. Vraiment. Bon, c'est un épisode, génial. Comment tu l'expliques? Il l'a Alors, partagé lui je pense auprès de qu'il sa faut être communauté? transparent là-dessus. C'est un épisode, qui ouvre, enfin, c'est un épisode très particulier. C'est un voyage, c'est un vrai voyage. L'épisode avec André Stern, «L'enfant est un géant», c'est un vrai voyage, c'est quelque chose qui fait du bien, et en même temps qui nous interroge, et tu sais, c'est le genre d'épisode en plus qu'on va aller réécouter plusieurs fois, quoi. Hmm. Donc je l'ai rediffusé là récemment le 1er septembre, il a été remasterisé par mon ingé son, puisque maintenant j'ai une ingé son. Il a été remasterisé, donc il a été rediffusé, et ce qui va se passer à ce moment-là, en fait, c'est que je je pense que c'est un épisode très puissant et je veux qu'il résonne beaucoup. Donc je vais l'envoyer en pré-écoute à différentes personnes, et il se trouve que ces personnes vont résonner aussi bien, enfin vraiment beaucoup avec cet épisode aussi, et il va être très, très partagé dès sa sortie, Hmm. notamment aussi par, Léa, de Je ne suis pas jolie, qui a beaucoup résonné avec cet épisode et qui va le partager. Et très clairement, c'est là aussi où tu vois la puissance des grandes communautés. C'est que si tu vois, à ce moment-là, quand je sortais un épisode, en 24 heures, il faisait 1000 écoutes. Mhm. Celui-là, en 24 heures, il en a fait 24 000. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu vois? Hyper intéressant. Et tu te rappelles à combien de personnes tu l'as envoyé en pré-écoute? En pré-écoute, je l'avais envoyé à une douzaine de personnes à peu près. Via mail, via des Via, comptes, bah, ouais, comptes via Instagram. WhatsApp, mail, enfin, tu vois, c'était des gens que je connaissais, quoi. C'était des gens avec qui j'ai échangé. Ok. Et c'est la première fois que tu faisais ça? Ouais, c'est la première fois que je faisais ça, mais en fait, c'est parce que vraiment, moi, si tu veux, quand j'avais enregistré cet épisode, je m'étais dit: «Ce truc va être génial». Et si tu veux, en fait, Hmm. je l'aurais jamais, c'est quelque chose que j'ai jamais refait d'ailleurs.
Tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais refait. Mais là, je me suis dit, ça, c'est génial. Et je pense que c'est important aussi, si tu veux, quand tu vas solliciter des gens, que tu les sollicites pas tous les 4 matins, tu vois, et que tu viens Ouais, leur voir en leur je suis disant, d'accord. ça, c'est vraiment génial. Et que du Mm, coup, ils écoutent et ils disent, ah oui, c'est en effet vraiment, il y a quelque chose. mm, mm. Et du coup, ils partagent et il y a un vrai engouement qui s'est fait autour de ça. Et du coup, ben là, en effet, tu as ton compte Instagram qui augmente, il se passe beaucoup de choses. Euh, Petit aparté, je sais pas si t'entends ma fille derrière ou Bien pas, ça va? sûr, bien sûr. Ok, On l'entend, mais c'est totalement voilà, OK. voilà, elle est là. Et si tu veux, tout ça va augmenter, il va y avoir une grande émulation. Et en même temps, il y a une terrible nouvelle au moment où on sort cet épisode, c'est que Emmanuel Macron annonce qu'il va rendre l'école obligatoire et interdire l'instruction en famille, qui était notre projet de vie à ce moment-là. Et Mhm. du coup, il y a aussi une grande émulation qui va se créer autour de ça, parce qu'André Stern est une grande figure dans l'instruction en famille, parce qu'il n'est jamais allé à l'école, à 51 ans. Donc Et si tu tu veux, tombes il en va plein dans l'actualité. exactement, je tombe dans l'actualité, il y a une grande émulation autour du sujet. Je vais aussi m'engager, moi, pour militer là-dessus, beaucoup, beaucoup, pendant ouais, au moins une année complète. Tous les soirs, je vais faire des réunions, je vais contacter des députés, enfin voilà, ça va être un très très gros engagement. Du coup, je vais aussi baisser ma fréquence d'épisodes à ce moment-là. Mhm. Je vais passer en bimensuel parce qu'en fait, je n'arrive pas à tout faire et je fais le choix de me rappuyer à nouveau sur mon chômage et de militer. Et en Mhm. même et si tu veux, c'est un choix qui était intéressant au final, avec un peu de recul, parce que ça m'a aussi permis de montrer mes valeurs et de montrer mon engagement à une communauté qui me découvrait. Mhm. Et je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est aussi ce qui participe au fait que les gens sont très engagés sur mon podcast. Acast a sorti son baromètre sur l'engagement et je suis parti du top 10 en termes d'engagement de tous les podcasts d'Acast. Donc c'est pas Mhm. neutre, tu vois. Surtout quand c'est que je suis tout seul, c'est cool. Et, Quand et tu dis que t'es tout seul à défendre cette cause, sur cette non, thématique. sur le podcast. Enfin, tu vois, j'ai parlé d'Alice Krief qui monte mes épisodes maintenant, mais c'est que depuis septembre. Ah Donc, d'accord, tout seul à travailler tu sur vois, ton ouais, podcast. je Ouais, suis tout d'accord. seul Ouais, très à bien. tout préparer. Et, et donc tout ça, ça fait des choses qui augmentent petit à petit et tu sais, de manière simultanée. Mhm. Mhm. Euh, Instagram monte, le podcast augmente. Et c'est marrant parce qu'on va arriver à au premier anniversaire du podcast, où je vais avoir fait 253 000 écoutes sur l'année. Et je crois qu'à ce moment-là, de mémoire, je crois que j'étais à quelque chose comme 20 000 abonnés, ou entre 20 et 25 000 abonnés sur Instagram. Et c'est Mhm. marrant parce que quand j'ai lancé ça, si tu veux, ma compagne, elle était à fond, tu vois, elle était à fond. Donc, elle me soutenait à fond. Et moi, je lui avais dit, tu sais, chérie, il faut se calmer. Tu sais, si en un an, j'ai fait 1000 écoutes et que j'ai 500 abonnés sur Instagram, ça sera déjà énorme. Mhm. Tu vois, par rapport au sujet que je porte, Ouais, par rapport à tu la niche t'attendais et pas tout. du tout à ça, quoi. Ah, mais carrément pas. Mais carrément pas. Et du coup, derrière, c'est pour ça qu'il faut le gérer. Tu vois, c'est pour ça qu'ensuite, tu m'as parlé de monétisation, tu m'as parlé Bien de sûr. tout ça. Et en plus, les débuts en monétisation, c'est dur parce que moi, j'ai intégré Acast avec 15 000 écoutes euh, par mois, mais les gens peuvent croire que c'est beaucoup d'écoutes et ça peut être perçu comme beaucoup d'écoutes. Mais en termes de monétisation, c'est pas grand-chose, hein. Non, non, c'est sûr. Si on s'appuie sur un CPM marché, un sponsoring qui est CPM coût pour 1000, je crois que chez Acast, on est autour de 20-25 euros. Ça peut aller jusqu'à 40-50, mais bon, quand tu fais 10-15 000 écoutes, c'est sûr qu'au bout du compte, ça fait des revenus assez modestes. Ouais, c'est ça. C'est En certain. net podcaster, oui, Ouais. ça fait Et différent. malgré tout, tu vois, atteindre les 10-15 000 écoutes après quelques mois d'activité d'un podcast, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de podcasts, même après 6 mois, 9 mois de, de- d'activité, même à un rythme hebdomadaire, n'atteignent pas cette audience. Donc déjà, c'était pas mal. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu soutenais finalement cette production? Quelles actions de promotion tu faisais euh, pour, euh, pour faire rayonner davantage tes épisodes, au démarrage en tout cas. Au démarrage, c'était essentiellement les réseaux sociaux, en fait. Les réseaux sociaux. Ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été les réseaux sociaux. Et la chance, je pense, d'avoir pu toucher des gens qui avaient des grandes communautés, des plus grandes communautés, qui partageaient les épisodes.
Et vraiment, c'était vraiment basé sur les réseaux sociaux parce que je suis, à part plus tard, du coup, pour mon livre, je passais pas dans les médias, tu vois? Mmh. Et j'avais pas cette visibilité-là. Par contre, il y a quelque chose que j'ai toujours fait et que je continuerai de faire, c'est aussi que j'acceptais tous les passages, dans d'autres podcasts, dans des petits Mmh. articles, tu vois? J'ai dit oui à tout et je dis généralement oui à tout. Mmh. Hem, donc ça me paraît important. Et après, c'est ça. Et je pense aussi que quand tu es vraiment porté par, enfin, tu vois, moi, le sujet de la non-violence éducative, le sujet des droits de l'enfant, et le sujet de ce point de départ comme prisme d'observation de la société et des inégalités dans la société, c'est quelque chose auquel je crois profondément, tu vois, qui m'habite Mmh. vraiment. Et je pense que ça touche aussi, si tu veux. C'est que c'est pas, Bien j'ai sûr. pas lan si tu veux, à la base, j'ai pas lancé un podcast pour faire de l'argent. J'ai lancé un podcast pour passer des messages. Et ça, c'est Mmh. quelque chose sur lequel je reste. Très, 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 c'est vraiment ma base et une base que je ne quitterai jamais. Mmh. Au moment où tu te lances, il y a d'autres, est-ce qu'il y avait d'autres créateurs de contenu qui évoluaient, enfin qui adressaient ces sujets ou ces thématiques? Alors oui, oui, pas ou peu d'hommes, ça aussi ça joue, parler de parentalité. Mmh. Il y a Fabrice Florent qui a une série de podcasts, super intéressants et qui a notamment Histoire de daron. Mmh. Hem Qu'on et salue. donc ouais, salut Fabrice, qui fait parler les darons, et qui le fait excellemment bien. Mais en fait, si tu veux, à part ça, en termes de podcast, qui parle de parentalité, par un homme, il y en avait pas, Mmh. à ma connaissance. Hem Et surtout après, je pense qu'il y a aussi cet aspect, un petit peu, coaching management qu'on retrouve dans mes réflexions, si tu veux, en termes alors je vais pas dire développement personnel, mais en fait venir, voir en quoi ça nous touche, voir en quoi est-ce que ça peut nous permettre d'évoluer et aussi amener des réflexions politiques et sociales. Tu vois? Mmh. C'est que, je te donne un exemple tout bête, c'est que, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «C'est la première fois dans ton podcast que j'entendais quelqu'un parler évoquer le fait que les difficultés parentales, maternelles, paternelles pouvaient, surtout être le fruit de l'environnement, de la société qui nous compose». Alors qu'avant c'était surtout il faut pas et voilà. Donc voilà, il y a ce côté-là, si tu veux, qui est très axé d'une part sur une analyse un petit peu plus globale et sur ce qui est à notre main ou pas à notre main. Et là, tu retrouves bien le côté Mmh. management, coaching, qui est assez développé un peu partout, quoi. Ouais, totalement. Donc Cédric, toi tu es présent sur, en podcast sur toutes les plateformes, d'écoute. Tu es, disponible aussi sur Instagram. Tu utilises d'autres, plateformes? Oui, alors il y a Instagram, il y a Facebook, pour une raison très simple, c'est que, bah, j'y étais déjà personnellement et que c'était assez facile de créer une page, que les interactions entre Instagram et Facebook sont assez faciles Mmh. et que c'est intéressant, je trouve, d'y être. C'était naturel pour moi d'y être aussi. Depuis peu, je suis aussi sur TikTok. Mmh. Sur lesquels il y a du Alors? coup, j'ai des contenus un peu différents. Bah, écoute, comment dire? Alors déjà, ça a été un choc parce que sur Instagram, il y a quand même un effet bulle qui se fait assez rapidement qui est porté par l'algorithme, où tu as assez peu de détracteurs et détractrices qui tombent sur ton contenu. Mmh. Et donc tu peux assez facilement te dire: «Ah, c'est quand même vachement bienveillant», tu vois? Mmh. Mmh. Et donc tu arrives sur TikTok et tu commences à parler d'éducation non violente, de sujets un peu d'égalité homme-femme, voilà. Et là, tu t'aperçois que, bah, ça tombe sur d'autres publics et qu'il y a des réactions qui sont beaucoup plus virulentes. Donc Tu c'est les bien vois parce dans que les commentaires, par exemple? ouais, dans les commentaires, j'ai pas eu de collage. Personne n'a osé, pour l'instant, faire de collage, sur certaines de mes vidéos argumentées. Mmh. Ce qui prouve peut-être que j'ai des bons arguments. Mais en commentaire, oui, en commentaire, tu vois, il suffit de prononcer le mot éducation, l'expression éducation positive, et Mmh. tu vas avoir toute une chier de gens qui vont arriver en disant: «Eh voilà, l'enfant roi et c'est du laxisme», enfin toutes les bêtises, Mmh. habituelles qu'on peut entendre, et tu vas voir à quel point c'est encore présent justement, mais c'est un indicateur intéressant parce que quand tu es enfermé dans cet effet bulle d'Instagram, du coup, quand tu t'exportes sur d'autres, réseaux, bah, tu vois que cette bulle, elle est cassée, quoi, Mmh. qu'il y a bien d'autres pensées qui sont encore bien présentes, et ça permet de sortir du piège de cet effet bulle et de te dire: «C'est bon maintenant, il y a plus personne frappe ses gosses, c'est génial, plus personne pense que frapper ses Mmh. enfants, c'est efficace et que ça marche». Si, si, il y en a plein.
Il y en a plein Et et ça est-ce te que donne de c'est pas l'énergie aussi du coup. lié ouais. Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que sur TikTok, c'est un peu moins le cas maintenant, mais sur TikTok, il y avait quand même, la part belle à des contenus, très courts de Mmh. 20-25 secondes, pour capter l'attention, parce qu'on sait que l'attention des gens sur TikTok est très limitée. De fait, développer un propos argumenté sur des sujets qui sont quand même aussi, compliqués compliqués, pas compliqués, complexes, que peuvent l'être, les tiens. Est-ce que finalement, c'est pas une équation insoluble quoi, de pouvoir développer un point de vue argumenté sur TikTok et forcément, c'est une vue un peu partielle et parfois peut-être caricaturale de ton propre propos que tu mets sur TikTok et qui génère de fait des réactions un peu exacerbées. Complètement et je pense que c'est là où il faut comprendre aussi que, alors je sais pas si j'ai tort ou raison, mais il faut qu'on moi ce que je me suis dit c'est: «Je peux pas arriver sur TikTok en me disant: "Je vais imposer mes codes à la plateforme"». J'ai Mmh. observé les codes de la plateforme et j'ai Bien essayé de sûr. les intégrer du mieux que je pouvais. Donc en fait, j'ai chopé des trends Mmh. et je les ai pris pour placer des punchlines, pour placer Mmh. des éléments de réflexion parfois. Il y a des choses que j'ai osé faire, d'autres que j'ai pas encore osé faire. Mais et aussi, si tu veux, j'ai pris un parti que je n'ai pas encore pris sur Instagram, c'est que je réponds en vidéo à certains commentaires. Mmh. Tu vois? Je me rappelle, de commentaires qui me parlaient de gifles éducatives, de baffes pédagogiques et de points thérapeutiques, de coups de poing thérapeutiques pour les enfants, hein, pour les enfants. Mais Do dans des commentaires, sérieux, oui, tu veux sérieux, dire? oui. Oui, des gens qui Ouais, qui te disent ça de manière très sérieuse. Parce que en d'accord. effet, je réponds pas trop aux trolls, mais là, des gens qui sont très sérieux, qui argumentent et voilà, tu vois? Donc c'est ça aussi. Donc ça, c'est chouette parce que d'une part, ça te permet de créer des vidéos, Mmh. c'est facile. Et d'autre part, ça te permet de réagir et ensuite, il y a aussi la fonction collage, que j'aime beaucoup sur TikTok, Mmh. où tu peux justement prendre, la connerie que peut dire, un mec. Tu vois, récemment, j'ai fait une vidéo avec un masculiniste, tu sais, tu scrolles et puis tu tombes sur sa vidéo parce que, il a mis le hashtag, enfin des mêmes hashtags, je suppose, de dedans Ouais. et le gars commence à dire, heu: «Tous les hommes sont malheureux en couple». Et après, il te dit: «Je n'ai aucune étude pour affirmer ça, mais voilà mon propos» et ensuite derrière, il va argumenter de la merde. Et en fait, si tu veux, ce qui est chouette, c'est que tu peux coller ce petit passage et derrière, toi, t'arrives en disant: «Juste tais-toi». Et en fait, ça te fait une vidéo, ça te fait du contenu, ça permet aussi un peu de ça fait du bien aussi de dire, tu vois, de sortir un peu d'un contenu très lissé sur Instagram et de Mmh. pouvoir proposer autre chose, un petit peu plus Alors punchy. toi, même en tant que thérapeute, tu lui dis, «Tais-toi». Ouais, Tu vas pas aller chercher à savoir, bah qu'est-ce non, qui l'a amené à avoir ce non, ce non, alors propos, tu vois? non parce que je suis pas thérapeute là. Tu Ouais. vois? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, Hem, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter et qu'il faut embrasser et justement dont il faudrait sortir sur les réseaux. C'est de Mmh. croire que notre image enfin de croire que notre activité nous définit, qu'on est la même partout. Moi, si tu veux, par exemple, je défends la bienveillance, je suis thérapeute, j'essaie de comprendre un maximum de trucs, mais c'est pas pour autant que quelqu'un qui va me chier sur la gueule, je vais pas me Mmh. pointer devant lui. Je fais aussi 1,93 m, tu vois? Je me suis battu Ah dans oui. ma vie, j'ai pris des branlées dans ma vie et c'est et pour autant, si tu veux, je connais ces codes-là aussi. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que je suis Mmh. pas en train de dire que la violence est une réponse. C'est juste que je connais ces codes-là, Mmh. tu vois? Et ça veut dire qu'à un moment, est-ce que souvent les gens pensent que quand on dit qu'on est bienveillant, ça veut dire qu'on est le torchon, avec lequel on peut s'essuyer les mains ou le paillasson Mmh. sur lequel on va s'essuyer les C'est pieds. vrai. Et je pense que du coup, de ne jamais montrer que, on sait être bienveillant, mais aussi, se défendre, c'est Mmh. important. Alors, non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mon point, c'était, si tu as, je sais pas, un tiktoker qui, certes, dit de la merde dans le sens où elle est pas, du tout alignée avec, toi, ce que tu penses, et cetera. Mais s'il le dit, sans insulter, quiconque, est-ce que finalement, c'est pas aussi, la liberté d'expression, de Complètement. la liberté aussi de dire de la merde, et d'exprimer des propos qui sont, pas forcément partagés par le plus grand nombre. S'ils sont pas insultants envers, qui que ce soit, tu vois? Complètement et tu vois, je trouve que mais ça, en fait, le fait de faire des collages comme ça et tout, j'ai passé du temps, du coup, à observer la plateforme, ça fait partie du jeu, en fait. Mmh.
Tu vois, ça fait partie du jeu. Quand tu sors des grandes phrases comme ça et que tu as activé les collages, faut pas oublier que les collages, ça s'active sur C'est vrai, TikTok. c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire aussi que tu ouvres la porte à ce qu'on te fasse ça. Il y a d'autres personnes qui disent des choses qui m'embêtent beaucoup, mais où je réagis pas parce qu'en fait, ils n'ont pas activé les collages. Ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas ouvert la porte à ce type de réponse. Et où, ma foi, en fait, je vais même pas commenter parce que je me dis ça sert à rien de perdre du temps et de l'énergie avec quelqu'un qui se fiche des avis autres. Donc, Donc, tu as dû voir que TikTok a favorisé maintenant les contenus plus longs, ouais. ne serait-ce que parce que ils se disent que c'est quand même ça a plus de valeur sur le marché publicitaire. C'est quelque chose que tu fais, du coup, tu as rallongé un peu tes contenus sur TikTok aussi? Alors moi, je suis content qu'il ait fait parce que du coup, ça permet de faire un peu de trend pour déconner et aussi de placer des contenus plus qualitatifs, je trouve en termes de contenu et de fond. Mm. Tu vois, par exemple, là, je viens de sortir une série de vidéos que je sors sur toutes mes plateformes, sur le time out, qui est une pratique punitive, mais pour expliquer ce que c'est vraiment par rapport à ce qu'on nous dit en France. En France, on nous dit que c'est fini dans ta chambre, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est pas le sujet. Donc, j'ai sorti une série de 5 vidéos là-dessus. Et c'est vrai que tu vois, c'est des vidéos, moi que j'ai calibrées à pas plus de 3 minutes, 3 minutes 30. Mais du coup, c'est chouette de pouvoir les sortir. Après, tu vois bien aussi que ça tourne pas de la même manière, quoi. C'est pas, clairement, en termes de résultats, c'est pas construit de la même manière. Donc, je pense que très concrètement, aujourd'hui, TikTok, leur stratégie, ça a été des vidéos de plus d'une minute de les rémunérer différemment. Et tu vois bien d'ailleurs que certains créateurs, créatrices de contenu qui étaient à 50 secondes ont fait le nécessaire pour passer à 1 minute et 1 seconde. Totalement. Mais c'est normal aussi, c'est le business. Enfin, tu vois, à un moment, c'est tout à fait logique. Donc, moi, je trouve ça très bien. Clairement aussi, TikTok, aujourd'hui, leur stratégie, on le sait, c'est d'aller chercher YouTube. Les deux commencent à se tirer la bourre. C'est aussi pour ça qu'ils ont augmenté leur time limit à 10 minutes. Ils sont juste calés par rapport au stade de YouTube de temps de visionnage moyen. Enfin voilà, ils ont cette stratégie. Moi, je trouve ça très bien. Et c'est tant mieux globalement pour la creator economy et pour les audiences. Exactement. Avec on l'espère, une consommation un peu moins stroboscopique de tous ces contenus sur Internet, quoi. Exactement, je trouve ça très très intéressant et en même temps, tu vois, je me dis si ça peut pousser des créateurs et créatrices de contenu à modifier leur contenu et à apporter des choses géniales. Tu vois, je pense à quelqu'un dont j'aime pas vraiment le travail finalement, mais sur TikTok, qui est un cuistot qui faisait beaucoup de trends. Et en fait, ça m'agaçait parce qu'il faisait beaucoup de trends en se moquant des clients et des gens et tout. Et en fait, il a une certaine communauté. Et depuis que la nouvelle rémunération TikTok, ben, en fait, il fait des vidéos un peu tuto cuisine, machin, tu vois. C'est un cuistot, le gars. Et tu vois, il a à apprendre à découper rapidement sans se blesser. Et je me dis, ça, tu vois, ça, je trouve que c'est un aspect très positif. C'est que le gars, il s'est dit, ok, maintenant pour que TikTok continue à rapporter de l'argent, il faut que je modifie les contenus. Et en fait, il s'adapte à la plateforme. Faut que j'apporte plus de valeur ajoutée, et plus de exactement. valeur à mes audiences. Ouais. Alors, c'est quelque chose d'intéressant et en même temps, moi, je peux pas m'empêcher de voir ça de par ma vue de gestionnaire d'entreprise. Ça veut aussi dire, si tu mises là-dessus, que tu mets toutes tes billes financières dans un algorithme que tu ne maîtrises pas. Tu vois, en termes de gestion de business. Et ça, pour moi, c'est quelque chose dans lequel je ne veux pas tomber. On parlera peut-être après de ma structure financière, mais c'est quelque chose avec lequel je reste très, très prudent, si tu veux, les revenus des réseaux sociaux. Parce que tu maîtrises pas, en fait. Tu maîtrises pas déjà ce que tu peux dire. Il y a quand même de la censure. Tu peux te signaler. Il peut se passer plein de choses. Alors que dans ton podcast, tu fais un peu ce que tu veux, concrètement. Donc, il y a ce côté-là, quand même, auquel il faut faire un petit peu attention, je trouve. Ouais, totalement. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, on a parlé de tes podcasts, d'Instagram, de TikTok, YouTube. Alors écoute, YouTube, mes épisodes sont dessus, puisque ils se mettent en diffusion automatique. Dessus. Alors d'ailleurs, j'avais dû faire une petite correction parce que j'ai des bonus payants en fait dans Papatriarcat, peut-être qu'on l'évoquera après, mais du coup, il me balançait les bonus payants sur YouTube et j'avais pas fait gaffe sans du tout. Maintenant, bon, je fais attention à comment je balance les vidéos. Je commence à balancer quelques vidéos sur YouTube et là, tu vois, je viens de m'offrir un petit setup très très basique. De chez Rode pour un setup de vlog, parce que ce que je voudrais faire, c'est aussi sur YouTube, tu vas peut-être pouvoir proposer des vidéos soit
ramener des gens sur YouTube en proposant genre des backstage d'enregistrement, tu vas filmer comment ça se passe, les enregistrements backstage, et aussi là, pouvoir filmer mes invités quand ils s'expriment, pour avoir un support vidéo en accolant le son propre du podcast, tu vois, par-dessus. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Donc voilà, je suis en train d'essayer de réfléchir à des formats comme ça. YouTube, après, tu vois, là, je suis à 600 abonnés, tu vois, c'est une toute petite chaîne. Hein. Mais c'est une demande que j'ai eue. J'ai vraiment eu cette demande d'ouvrir le podcast à YouTube. Donc, ok, très bien. Mais c'est un truc que je veux développer parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire en termes d'échange, de communication. Après, je maîtrise pas le sujet. Donc, pour tout te dire, là, un de mes investissements de fin d'année, là, je te parle sur mon PC qui m'a coûté pas cher en 2019, mais qui pour le montage vidéo est pas top. Et je l'aime beaucoup, mais je vais prendre un MacBook Pro pour faire du montage vidéo et proposer quelque chose un peu qualitatif quand même. Parce que c'est vrai que l'autre intérêt du podcast, au-delà du fait qu'effectivement tu peux lancer un podcast et cartonner avec un micro à une vingtaine d'euros, et en plus le montage audio finalement demande assez peu de ressources, même avec un ordi à 300-400 euros, ça passe. Sur la vidéo, c'est quand même autre chose. Oui, et sur la vidéo, c'est autre chose. Et puis, il faut se former. Alors, moi, tu vois, pareil, j'ai tout un plan. En fait, pour tout te dire, je me fais opérer de quelque chose d'assez bénin, de cloison nasale, en décembre. Je sais que je vais avoir une grosse convalescence où je vais pas pouvoir profiter de ma famille ou machin. Et en fait, j'ai des tutos de montage vidéo qui sont prêts. Et normalement, j'aurais profité de Black Friday pour avoir acheté mon ordi. Et je vais y aller à fond, tu vois. Je vais y aller à fond. Enfin, je vais récupérer quand même un petit peu. Mais après, je sais que je vais avoir au moins une semaine pour cartonner là-dessus. Et je vais y aller, et puis je vais faire des tests, et puis je vais réussir, et puis je vais me tromper, et puis je vais me planter, et puis c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et pour reparler justement de ta prod, donc tu montes toujours avec Audacity, ton générique, où est-ce que tu l'as trouvé? C'est toi qui l'as fait? Comment ça se Alors, passe? le générique, ce qu'il y a de rigolo, c'est que ça a été le plus dur. Au moment de la création du podcast, pour moi, ça a été le plus dur. Quelle identité visuelle, quelle identité auditive va me correspondre? Et c'est marrant parce que j'avais monté ma bande-annonce comme ça, en fait. J'avais fait une bande-annonce un peu rigolote où j'avais voulu faire... je me rappelle que si tu veux, je commence avec une musique extrêmement douce, vraiment extrêmement douce, où je disais un truc genre « Bienvenue chez Patriarcat, monde des bisounours », un truc comme ça, tu vois, on va parler de l'enfance et tout. Et si tu veux, je coupais avec le petit bruit de scratch, enfin le disque qui dérape, là. Et je disais non, ça va pas. Et ensuite, j'avais pris un ton très grave en disant violence, coups, la parentalité, machin. Et j'ai dit non, ça va pas. Et après, je démarrais avec mon générique. Et c'était assez cool comme bande-annonce, tu vois. J'étais très content de cette bande-annonce. Mais ça a été un vrai truc. Et en fait, je suis allé chercher des sons gratuits sur Bensound, en l'occurrence. Puisqu'il demande juste d'afficher les crédits. J'ai un petit extrait d'un petit garçon qui parle dans une vidéo de Brut que j'avais pris sur YouTube, une vidéo sur le sexisme dans l'enfance. Pareil, que je crédite bien sûr à la fin de chaque épisode, où le petit garçon dit on m'a dit non pour jouer à la poupée et après j'ai pleuré. Et ça, c'est un truc que j'ai voulu garder. Et tu le crédites en audio ou dans ton descriptif? Dans le descriptif. Dans le descriptif. Et voilà, je crois que ta question, c'était juste... ouais, c'était sur le générique. Et tes Reels ou tes TikTok, tu fais tout sur ton téléphone? Je fais tout sur mon téléphone, ouais. Je fais tout sur mon téléphone. Et depuis une appli? Ouais. Alors, avant, je faisais tout nativement sur chaque plateforme. Donc, Instagram et TikTok. Et c'est vrai qu'en fait, depuis peu, j'ai testé les sous-titres un peu à l'américaine, si tu veux, avec des mots en jaune et tout. Et j'avoue que c'est très impactant. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je monte sur CapCut maintenant. Et j'exporte ensuite sur les formats, enfin sur les plateformes. Et si jamais j'utilise vraiment une trend et que j'ai du mal à la retrouver, en fait, je vais faire sur TikTok. Et je vais passer par un petit lien, par un petit site internet pour récupérer la vidéo sans les marqueurs. Voilà. Et hop, ensuite je poste ailleurs en essayant de voir si la trend existe ou pas. Donc hop, c'est toujours pareil en fait. Tu apprends les codes du réseau social et tu vas essayer d'y appliquer ton contenu, quoi. Mais c'est très sympa. C'est très sympa. Et tu vois, j'ai pu mixer les deux.
puisque j'ai une vidéo qui est prête, que j'ai sortie sur TikTok et pas encore sur Instagram, où j'explique 3 choses pour soutenir le podcast. Et dedans, tu vois, j'ai mélangé donc le montage de CapCut et aussi un filtre Instagram, je sais pas si tu le connais, en fait, si tu veux, où j'avais enregistré mon écran pendant que j'étais en train de mettre des commentaires et un 5 étoiles sur Apple Podcast. Et en Ouais. fait, je me suis filmé, si tu veux, et j'ai mon écran devant moi, en fait, qui est intégré à la vidéo, qui est à ma taille, en fait, qui prend toute la hauteur. Et c'est vachement bien parce que tu peux expliquer comme ça, comme si c'était une espèce de grand tableau blanc. Et en fait, tu peux mixer comme ça entre les filtres, les machins, en téléchargeant les vidéos. Enfin, tu peux faire des trucs sympas quand même avec finalement peu de moyens, quoi. Et beaucoup d'ingéniosité. Ouais, effectivement. Faut faire des liens. Cédric, on parle un peu d'argent. Est-ce que Ouais. tu gagnes déjà ta vie avec tout ça, en dehors de ton métier de thérapeute? En dehors de mon métier de thérapeute, alors moi j'intègre mon métier de thérapeute dans D'accord. dans mes activités, dans mon business, alors là, je tiens juste à dire une chose aux personnes qui nous écoutent, on parle business, on parle pas de morale ou de quoi, donc soyez très moi je suis très à l'aise pour parler d'argent et de parler business, ça n'empêche pas d'avoir des valeurs. Évidemment. Là, tu vois, quand je regarde mon chiffre d'affaires, sur 2021, j'étais à 18 000 €, donc pour ma première année d'activité, d'exploitation, sachant que j'étais allé au pif, donc je savais pas trop. J'étais à 18 000 €, avec une part du podcast entre Acast et ce que moi j'avais ramené comme client, parce que tu peux ramener tes propres clients aussi, bien sûr, avec une part du podcast à 83%. Ok, très importante. Très, très importante. Très, très importante. Et sur 2022, tu vois, j'ai diversifié un peu les activités, puisque avec différents projets, notamment la sortie de mon livre Tu vas être papa aux éditions First, qui est sorti en début d'année, j'ai pu avoir, si tu veux, je vais avoir le podcast où je vais scinder la part d'Acast, la part que moi je ramène. Je vais avoir Instagram aussi maintenant qui va me générer un peu de revenus. Je vais avoir la partie thérapie. Et ce que j'ai mis ensemble, j'ai mis conférencier et l'animation de l'émission avec Brut. Et parce que pour moi, c'est un peu pareil, si tu veux, c'est un petit peu animer des choses. Et ensuite, j'ai partie formation, puisque je forme aussi des accompagnants à la périnatalité sur le sujet spécifique des pères. Et si tu veux, quand je regarde ça aujourd'hui, là, à fin octobre, j'étais à un chiffre d'affaires de 27 000 €, avec une part du podcast à 56%. Ah, donc, tu as réduit ta dépendance au podcast, ce qui est quand même pas mal. J'ai diversifié, ouais. J'ai diversifié. Et si tu veux, par exemple, les revenus Instagram qui sont venus sans que j'aille les chercher, ça c'est important de le dire, sans que j'aille les chercher, c'est 17%. Alors, qu'est-ce que tu appelles des revenus Instagram? C'est des partenariats? Exactement, c'est des partenariats. Tu vois, par exemple, j'en fais. Il y a un partenariat que j'aime particulièrement, c'est avec la plateforme Femtasy qui fait des audios érotiques. Alors, du coup, là, je pourrais pas dévoiler les montants contractuels. Mais en gros, si tu veux, ils viennent te trouver. Tiens, on aime beaucoup ce que tu fais. On aime beaucoup comment tu produis les choses avec humour et avec bienveillance et avec un petit côté didactique. Est-ce que t'es chaud pour faire un réel avec nous et tout et voilà, et puis on se cale et puis on se met d'accord sur un tarif Ok. et puis on y va, quoi. Ouais, Et très ça, bien. j'ai Merci eu beaucoup ça. pour ta transparence, Cédric. Je pense que c'est important. C'est important. Et je tiens à remercier, tu vois, sur le rapport à l'argent, c'est marrant parce que c'est mon cadeau de 2022, en fait, que je me suis offert en tant qu'entrepreneur. Je me suis offert une formation, un coaching sur le rapport à l'argent avec Christian Junot, suite à son passage dans le podcast Histoire d'argent de Fabrice Florent, que je recommande chaudement parce que notre rapport à l'argent dit quand même beaucoup sur nous. Vraiment. Et je pense que les deux grands tabous, c'est l'argent et le sexe. Et que, autant sur le sexe, on a tendance dans la société à mieux se débrider assez récemment. On parle L'argent, beaucoup ça plus reste. de sexe que d'argent. Voilà, l'argent, ça reste très tabou, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, donc 28 000 € à fin octobre, c'est ça? Ouais. Là, tu es à peut-être, on va dire, tu es auto-entrepreneur, j'imagine? Ouais. Donc, tu es à peut-être une dizaine de milliers d'euros de l'indépendance financière, quasiment? En fait, moi, je m'étais fixé comme objectif de faire 30 000 € de CA, si tu veux, sur ma deuxième année. T'es vraiment pas loin, là. Ah bah, sachant que si tu veux, en plus, il y a une certaine saisonnalité dans le podcast, je sais les contrats qui vont arriver en fin d'année, je vais dépasser cet objectif.
Bravo. Donc merci, je suis vraiment content. Et je suis aussi content, si tu veux, de comment je pilote ça parce que le podcast me donne une grande indépendance en termes de création de contenu. Enfin, clairement, c'est la partie dans laquelle tu es le plus indépendant pour moi, puisque tu fais ce que tu veux. C'est aussi ce qui te permet d'avoir une certaine stratégie, puisque, tu vois, une de mes stratégies à la rentrée, ça a été de dépenser de l'argent avec Alice Krief, donc pour monter les épisodes. Mhm. Elle s'occupe de monter mes épisodes, donc généraux et bonus de Papatriarcat Plus, Mhm. qui est la partie payante. Et si tu veux, en fait, à côté de ça, moi, ça me permet de générer d'autres contenus et d'avoir généré d'autres formats d'épisodes, en fait, pour générer plus d'écoute. Et avec toujours un même engagement très fort. Donc ça, c'est chouette parce que ça veut dire que mon auditoire est OK avec ma stratégie. Et ça, c'est vraiment très, très précieux, quoi. Bien sûr, non, je rebondis sur le disclaimer que tu faisais avant de parler d'argent, sur argent versus valeur. Non, mais effectivement, sans argent, tu peux pas financer ta production, tu peux pas tenir sur la longueur et tu peux pas faire en sorte que tes combats soient menés comme tu veux qu'ils soient menés Exactement. et que ton propos soit entendu. Tu vois, je vais te donner un C'est- exemple très, très net là-dessus. En septembre, octobre, j'ai eu la possibilité d'avoir un sponsoring avec Nike. Mhm. Et je suis ravi de l'avoir eu. Mais j'ai eu en effet quelques retours qui m'ont dit mais Nike, les Ouïghours, ceci, cela. Ok, très bien, pas de problème, j'entends. J'entends maintenant, ce qui est très intéressant, moi je note deux choses. C'est que, mon auditoire est capable de faire la différence entre ce qui va être ok pour lui, d'investir en termes de valeur, et pas ok. Donc là, tu vois, les gens ne sont pas tant des moutons que ça, en tout cas dans mon auditoire. Et surtout, après, pour ces personnes-là, je leur ai expliqué aussi, ok, maintenant, vous connaissez mes valeurs, vous connaissez ma façon de faire, outre le fait que Nike reste quand même une grande marque qui permet de dire à d'autres annonceurs avec d'autres valeurs, de dire, bah, si Nike a investi sur tel contenu, c'est aussi qu'il est qualitatif et qu'il y a du résultat. Donc, c'est aussi, ça permet d'amener d'autres contenus, d'autres marques qui pourraient être intéressées, qui seraient en effet en adéquation avec les valeurs de tout le monde, pour être un parfait petit militant. Bon, c'était un petit peu ironique, ça, bien sûr. Mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est qu'au même moment, en fait, pendant que Nike me finançait, ben moi, j'ai mis ces sous de côté et ils vont me servir à financer une petite boîte qui se monte, qui s'appelle Freebull, pour leur proposer un sponsoring gratuit. Tu vois. Et ça, c'est des choses que les gens voient pas, en fait. Ils vont voir ce qui va les choquer, tu vois. Mais ils vont pas se dire, tiens, c'est marrant, ils parlent d'un truc que personne connaît, une petite boîte avec des fortes valeurs. Et en fait, tu vois, moi, j'ai pris de l'argent chez Nike pour financer, pour m'auto-financer, en fait, sur un sponsoring gratuit sur une boîte qui a des valeurs très fortes et qui correspondent aux miennes. Donc, tu as investi dans une boîte, c'est ça et... Non, et enfin, j'ai pas final... investi dans une boîte, pardon. C'est juste que je leur fais de la pub gratuitement, quoi. D'accord, ok. Mais du coup, les revenus de Nike me permettent de ne pas avoir, de financer le trou que me fait cette boîte-là. T'as expliqué cette démarche à tes auditeurs ? J'ai expliqué à ceux qui me l'ont demandé, parce que, fort heureusement pour moi, la plupart, vraiment, la très grande majorité de mon auditoire comprend que, et je vais dire, même sans cette démarche, il y en a plein qui m'ont dit, non mais de toute façon, il faut bien remplir le frigo, quoi. Donc à un moment, voilà. Donc j'ai pas ressenti le besoin de l'expliquer à l'ensemble. J'ai pas fait d'épisode pour expliquer ça, mais j'aime bien faire des épisodes, soit en fin d'année, tu vois. Peut-être que en janvier, je pense que je ferai un petit point sur le podcast, sur mon podcast en 2022. J'aime bien faire ça, ou alors tu vois, à l'été, au moment de la pause estivale. J'aime bien faire ça, un petit peu faire le point sur comment je finance, comment c'est une bonne fonctionne. pratique. Ouais, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant à faire. L'échange dans le podcast, dans la communauté de podcast, dans l'auditoire, est vraiment quelque chose de très intéressant. Surtout qu'il y a des outils maintenant, tu vois, pour permettre d'interagir, que les gens t'envoient un audio depuis leur téléphone, que tu vas réutiliser dans le podcast, tu vas leur répondre. C'est un format que j'ai choisi d'intégrer, ça, et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Intéressant. Et donc, juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu es passé dans TPMP. Bon, moi, ça m'évoque deux choses. J'ai pas beaucoup de
de considération pour cette émission. En même temps, je sais qu'elle fait une audience de dingue et que quand on porte des sujets comme les tiens, ça ne se refuse pas. Une occasion, pareil, de pouvoir t'exprimer aussi largement, voilà, vu l'audience de cette émission. T'as ressenti un impact sur tes audiences Oui, suite à ton passage? j'ai Ouais. ressenti un impact sur mes audiences. Il faudrait que je contacte mon éditeur pour savoir parce que s'il y avait un impact sur les ventes de livres, parce que le livre a été beaucoup montré aussi. Ce qui n'était pas prévu, hein. Moi je leur avais rien demandé en fait, et ils l'ont fait de manière spontanée, donc c'est plutôt sympa, faut bien le dire. Mais tu vois, par rapport à ça, il y a un vrai sujet vis-à-vis du fait de passer ou non dans TPMP, parce que j'ai plein de gens qui sont venus me dire mais qu'est-ce que tu allé faire là-bas avec ces gens-là, mais tu vois bien que tu vas pas les convaincre, et c'est là où je pense que les gens se trompent. Moi je suis jamais allé là-bas pour convaincre les gens sur le plateau. Je me moque de la vision sur le plateau, et je vais vous dire un truc, ils se moquent eux-mêmes de ce qu'ils disent. Donc déjà, il faut avoir conscience de ça. Par contre, ce que je sais, c'est que l'audience de cette émission, qui est immense, avait entendu 3 jours plus tôt que frapper les enfants, ça va, qu'une baffe, ça n'a jamais tué personne, ceci, cela. Cette même audience, elle a eu l'opportunité d'entendre une des punchlines que j'ai développées, c'était de répondre à Jean-Michel Maire en lui disant quand on frappe une femme, c'est de la violence conjugale, familiale. Quand on frappe une personne âgée en EHPAD, c'est de la maltraitance. Quand on frappe un chien, c'est de la maltraitance. Et quand on frappe un enfant, c'est de l'éducation. Et de pouvoir amener ces réflexions-là à cette audience-là, c'est ça, assez efficace. Et surtout, on en avait beaucoup parlé avec Céline Kellen, la présidente de Stop VO, qui m'a accompagné. Elle me disait, mais t'es sûr de ce qu'on fait? Je dis, écoute Céline, on va passer 15 minutes. L'audience minimum de TPMP, c'est 1,5 million de personnes. Ça veut dire qu'en 15 minutes, si on touche 0,01% de l'audience, juste si on sème une graine en disant « frapper les enfants, c'est pas OK », ça fait 15 000 personnes qu'on touche. Ouais, bien sûr. 1000 personnes par minute. C'est immense. C'est immense. Moi, je fais pas ça. Hein. J'ai pas cette audience-là. Et c'est chouette parce que bien sûr qu'il y a des gens qui sont venus m'interpeller en disant « t'es vraiment un gros con, éducation positive de merde, voilà, enfant roi, tu l'as déjà sur je m'en TikTok fous. de toute façon. » Voilà. Et puis c'est pas ces gens-là que je vais chercher. Moi, ce que je vais chercher, c'est les jeunes qui vont se dire, soit les jeunes parents qui vont se dire « on peut faire autrement ? Ah bon ?» Ou peut-être les gens qui sont pas encore parents et qui vont que ces phrases vont avoir marqué sur l'instant, et qui, quand ils vont devenir parents, vont se dire « attends, mais il y a peut-être d'autres façons de faire. » C'est ça. Tu vois, tu sais pas en fait. Ouais, effectivement. Et après, il y a quand même quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans certains commentaires que j'ai pu avoir de personnes qui m'ont dit « mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas ? De toute façon, il y a que les cons qui regardent TPMP, ceci, cela. » Alors moi, je trouve ça extrêmement violent, d'une part. Et d'autre part, si on commence à se dire que notre parole, déjà, je trouve qu'il y a un certain élitisme du coup dans ce positionnement-là. Et le but du jeu, si notre but, c'est juste de se parler entre nous, alors qu'on est tous d'accord, on va pas faire avancer beaucoup de sujets, quoi. Donc il faut aller dans des endroits où on n'est pas d'accord, dans des endroits où on va se prendre des coups. Après, en effet, et là, je remercie l'arbitrage. Je remercie tous ces moments, tu vois, où j'ai appris à ne pas me laisser démonter. Je remercie les négociations syndicales dans les magasins Fnac. Je remercie tous ces moments un peu houleux, mais qui, mine de rien, font que tu vas sur TPMP et tu te laisses pas démonter, quoi. Non, très bien. C'était là récemment ? C'était le 14 octobre dernier. Et fort heureusement pour moi aussi, j'avais eu le temps de faire des passages médias pour la sortie de mon livre qui était sorti en 13 janvier 2022. J'étais passé sur Europe 1, France Inter, enfin voilà, j'avais fait plusieurs médias plutôt sympas, mais où t'es pas dans un climat... c'est pas pareil, t'es pas sur un ring, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était plutôt dans un climat promotionnel de ton contenu qu'en face de gens qui vont te remettre en question. Bon bah top. Cédric, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Est-ce que tu as une actu que tu veux partager avec nous pour conclure un peu cet épisode ? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent là dans les prochaines semaines, les prochains mois ?
Écoute, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que alors, la chose nouvelle, c'est quand même qu'on anime tous les jeudis à 21h sur l'application Brut, une émission qui s'appelle Parents Live avec F. Simonet et qui se veut comme une radio libre de la parentalité, et c'est vraiment très très chouette. C'est une belle activité. Nous, on est ravis de ça. Après, écoutez le podcast. Il y a de chouettes épisodes. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à l'écouter. Vraiment, c'est quand même une ressource très riche et très importante. C'est aussi une ressource de soutien. Donc, écoutez le podcast. Si tu devais conseiller un épisode là, à nos auditeurs qui n'ont jamais écouté ton podcast, un épisode qui leur permettrait de rentrer dans ton univers. Alors, si vous voulez alors, je vais quand même en citer quelques-uns. Vas-y. Notamment 2 principalement. Le premier, c'est avec André Stern, L'enfant est un géant, rediffusé le 1er septembre et remasterisé. Un épisode très important, mais qui aussi est un épisode qui peut faire voyager vers un certain idéal, vers une certaine vision idéale, qui peut vraiment changer notre perception du monde. Mais qui va pas forcément avoir des clés pratiques de parentalité. D'accord. Et du coup, j'ai un autre épisode avec la docteure en psychologie du développement qui s'appelle Héloïse Junier, qui est très intéressant. Et justement, c'est comment poser un cadre non violent. Très bien, je mettrai ces épisodes dans le descriptif, pardon. Comme ça, on pourra les retrouver plus facilement. Yes. Cédric, merci beaucoup pour ton temps. On a passé 1 heure ensemble, c'était très chouette. Bravo encore pour tout ce que tu fais, les combats que tu mènes qui sont évidemment très importants et trop peu portés par des hommes, c'est vrai. C'est vrai. Donc, merci au nom de tous les hommes et de tous les papas de porter ces combats et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Christopher. Salut. Salut Cédric, au revoir à tous.